Alors donc maintenant, après cette présentation sur l'hôtel de Cluny, on va quitter la période médiévale puisque je vais vous présenter une des anciennes portes des fortifications modernes d'Autun. Donc une porte, vous le verrez, qui a été construite à partir du XVIe siècle et qu'on appelle la porte du Carouge. Alors les Authunois, là encore, la connaissent sans doute. Hein, aujourd'hui, on a les seuls vestiges de cette porte sont en fait les deux pavillons qui défendaient cette porte monumentale. Et ils sont situés, ces pavillons, donc dans la partie ouest de la ville, au croisement entre les rues du Carouge, justement, et la rue du docteur Fernand Renaud. Alors, quand on se trouve justement sur ce carrefour, voilà ce qu'on voit. Donc, les deux édifices que vous voyez sur la photographie, comme je vous le disais, c'était les deux tours en fait qui défendaient cette porte. Alors, vous le verrez, la tour nord-est, donc ici à gauche sur la photo, est la mieux conservée. En fait, c'est celle qui a conservé le plus ces maçonneries anciennes, alors que la tour sud-ouest, donc à droite sur la photo, elle a été largement modifiée, notamment au XIXe siècle. Alors, cette étude, elle s'inscrivait dans le cadre d'un projet de réhabilitation des deux pavillons de cette porte. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les propriétaires de la porte du Carouge et Marie Marin du cabinet Monjeu Architecture, qui ont contacté le service archéologique à leur initiative, justement, pour qu'on réalise une étude archéologique en amont de ces travaux. Et donc cette étude, elle s'est déroulée en deux phases. Donc une phase terrain, dont vous voyez une photographie ici, donc qui a consisté en l'étude archéologique des élévations du bâtiment. On a profité justement de la purge de certains enduits récents à l'intérieur du bâtiment, justement pour avoir une vision un peu plus précise sur les maçonneries anciennes. Et on a réalisé à ce moment-là, c'est ce que vous voyez sur la photo, des relevés en plan et en 3D de l'édifice. Alors notre étude, elle s'est vraiment concentrée sur le pavillon nord-ouest, hein, comme je vous le disais, qui est le mieux conservé, mais surtout qui était le plus concerné par ces travaux de réhabilitation. Et c'est vraiment là où on a pu, où il y a eu des piquetages d'enduit. Également, en parallèle de cette phase terrain, il y a eu également, comme pour l'hôtel de Cluny, une phase de récollement des sources archivistiques, dont vous voyez un exemple à droite. Et encore une fois, je remercie monsieur André Strasberg, qui là aussi m'a communiqué plusieurs documents très intéressants sur cet édifice, et notamment plusieurs photographies anciennes et des gravures du XIXe siècle que vous aurez l'occasion de voir dans ma présentation. Alors, là aussi, je vais tenter de vous replacer l'édifice dans son contexte historique. Donc tout d'abord, alors j'espère que vous voyez bien, les différentes fortifications sont assez fines sur le plan, mais je vous ai mis ici un plan qui rappelle les grandes phases de fortification de la ville d'Autun. Donc vous avez en rouge, vous reconnaissez la grande enceinte romaine, hein, du Haut-Empire. Vous reconnaissez également en bleu les fortifications de l'époque médiévale que j'ai un peu évoquées tout à l'heure, qu'on voit très bien sur cette vue du XVIe siècle, publiée par Pierre de Saint-Julien de Balleur. On voit très bien ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc la ville en deux pôles principaux, les hauts quartiers autour de la cathédrale, le quartier de Marchaux dans la plaine. Et au XVIe siècle, on vient construire une nouvelle enceinte, que vous voyez représentée ici en brun. Ouais, j'espère que vous voyez bien ma souris. Et cette nouvelle enceinte vient en fait fortifier un quartier situé entre le quartier de Marchaux et le quartier de la cathédrale. Donc un quartier qui s'était urbanisé à partir de la fin du Moyen-Âge, qu'on commence en fait, qu'on voit bien sur cette vue du XVIe siècle. Et donc ces nouveaux segments de fortification du XVIe siècle, ils viennent tout simplement relier en fait les fortifications de Marchaux à l'enceinte romaine, vous voyez sur les deux segments, et on profite à ce moment-là de moderniser l'enceinte romaine. On vient ajouter notamment dans le secteur de Saint-Andoche un imposant bastion, et puis quand vous longez notamment l'enceinte romaine le long du boulevard MacMahon, vous voyez
Vous avez sans doute pu voir des ouvertures en fait caractéristiques de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne, qui sont des ouvertures de tir pour armes à feu. Donc on vient également moderniser en fait les anciennes fortifications romaines. Alors cette enceinte, sa construction est autorisée dès 1546 par un document signé par le roi François Ier, qui va donc autoriser la construction de cette nouvelle enceinte, mais également, ce qui est très important, il va autoriser la ville à lever des impôts pour financer la construction de cette enceinte. Vous doutez qu'un chantier d'une telle ampleur coûte très cher, et justement, le chantier ne va pas débuter tout de suite, pas dès 1546. En fait, les premières mentions de véritables travaux de construction de cette enceinte, ils arrivent plutôt autour de 1572, et cette enceinte, les travaux de construction de cette enceinte semblent se poursuivre jusqu'au début du XVIIe siècle. Alors, vous avez ici une représentation de ces nouvelles fortifications sur une estampe d'après un tableau conservé au musée Rolin d'Autun, qui représente le siège d'Autun à la fin du XVIe siècle, dans le cadre des guerres de religion. En fait, la ville d'Autun était du côté de la Ligue catholique, et du coup, le roi Henri IV a assiégé la ville d'Autun donc en 1591. Sur cette représentation, comme je vous le disais, on voit très bien les fortifications du XVIe siècle, donc c'est ce que vous voyez ici sous ma souris, et notamment là où j'ai mis ce cadre rouge, on voit la porte du Carouge qui est représentée. Ce qui est intéressant, c'est que on a également des récits de ce siège dans les archives qui nous mentionnent régulièrement la porte du Carouge. Donc on sait que la porte est déjà construite en 1591. Par contre, le problème, c'est qu'on n'a pas de mention précise qui nous donne une date pour la construction de cette porte. Alors, selon des érudits de la Société éduenne, Harold de Fontenay, cette porte pourrait avoir été mise en place dans le même temps que le bastion voisin de Saint-Andoche, dont là on a bien les archives qui mentionnent la construction en 1584. Donc on peut imaginer que la porte du Carouge a été mise en place dans cette phase de construction autour des années 1580, dans le dernier quart du XVIe siècle. Alors justement, je vais commencer par... je vais faire un peu comme pour l'hôtel de Cluny, je vais vous présenter les différentes phases de construction qu'on a pu observer sur le monument au cours de l'étude. Et donc cette porte, comme je vous le disais, elle semble construite dans la seconde moitié du XVIe siècle. Et à l'origine, en fait, elle comportait donc les deux tours de flanquement qu'on appelle aussi pavillons, que je vous ai montré tout à l'heure, et surtout une arche centrale surmontée d'un chemin de ronde, qui a aujourd'hui disparu, qui a été démoli au XIXe siècle, j'y reviendrai, et qui était à l'emplacement de la rue du Carouge actuelle. Donc à l'emplacement de la route. Vous avez ici à droite un plan de cette porte donc, au XVIIIe siècle, mais ça vous donne une idée de ce à quoi pouvait ressembler la porte du Carouge, donc avec ces deux bastions. Et puis on va représenter cette arche centrale surmontée par un chemin de ronde et avec des mâchicoulis. Alors, comme je vous le disais, le pavillon nord-est, qu'on voit à gauche sur la photo, semble avoir conservé en fait une bonne partie de ces maçonneries de la fin du XVIe siècle. En fait, quand on a réalisé l'étude archéologique du bâti, on peut voir que les maçonneries sont grosso modo assez homogènes en fait sur cet édifice. On n'a pas de césure très nette ou de rupture dans la maçonnerie qui indiquerait des reprises de l'édifice. Alors, vous repérez tout de suite cette fenêtre en brique qui date du XXe siècle sur laquelle je reviendrai, mais dans l'ensemble, on a quand même une bonne partie des maçonneries du XVIe siècle qui sont encore visibles. Et notamment, vous pouvez le voir sur cette photo, on a une série de canonnières qui sont conservées. Alors ici, vous en voyez 3, mais il y en a en fait 5 conservées dans cet édifice. Les 2 autres sont en fait bouchées par l'ajout des maisons contre la porte du Carouge, mais je vous montrerai quelques photos au cours de ma présentation.
Alors, ces canonnières, elles semblent bien être d'origine, puisque là aussi, en fait, on n'a pas de césure dans la maçonnerie autour de ces canonnières qui nous montrerait qu'elles ont été réinsérées dans des murs plus anciens. Et justement, quand on observe, alors voilà, je vous ai mis ici un relevé phasé de ces maçonneries, donc ce qui vous est montré ici en violet, en fait, c'est ce que j'interprète comme les maçonneries du XVIe siècle. Je reviendrai sur ce que vous voyez en beige, qui est une reprise du XVIIIe siècle. Alors à l'origine, ces pavillons de la porte du Carouge, ils devaient présenter le plan que je vous présente à droite. Alors vous avez le rez-de-chaussée en bas et l'étage en haut. Enfin sur le plan que je vous montre. Donc on y accédait par une porte au rez-de-chaussée qui est encore visible aujourd'hui, et puis on avait une série de 3 canonnières par étage. Vous voyez ici 3 canonnières au rez-de-chaussée, 3 canonnières au premier étage, et les 2 pavillons devaient présenter cette forme donc de part et d'autre de la porte. Alors justement, voici les canonnières qu'on peut observer encore aujourd'hui sur cette porte du Carouge. Les photographies que je vous ai présentées en bas vous montrent l'une des canonnières les mieux conservées au rez-de-chaussée, et en haut, l'une des canonnières les mieux conservées du premier étage. Vous voyez qu'on n'a pas tout à fait le même type qui est utilisé, mais quand on étudie ces canonnières, en fait, leur dimension et leur forme permettent de les rattacher à un type de canonnière qui a été étudié par notre collègue Maxime Messner dans sa thèse, sur les ouvertures de tir pour armes à feu, qu'on appelle le type des arquebusières à évasement. Donc en fait, ce type de canonnière correspond à l'usage d'arquebuses ou de mousquets. En fait, vous voyez que la hauteur par rapport au sol, la taille de l'ouverture est adaptée en fait à l'usage semble adaptée à l'usage de ce type-là. En fait, on parle de canonnière généralement, mais c'est souvent un abus de langage. C'est plutôt ici pour, comme je vous disais, des arquebuses ou des mousquets. Et ce qui est intéressant sur les canonnières du rez-de-chaussée, c'est qu'elles possèdent un dispositif qu'on appelle une trémie. En fait, c'est le petit redent que vous voyez sur les joues de la canonnière. J'espère que vous voyez ma souris. En fait, vous avez ce petit redent sert à faire ricocher les projectiles qui viendraient se taper l'intérieur de la canonnière et éviter que la balle en fait de mousquet glisse le long des parois de la canonnière et touche le défenseur à l'intérieur. Vous avez un schéma justement réalisé par Maxime Messner qui vous montre un peu le fonctionnement. Donc, vous voyez, la balle vient ricocher sur l'un des redents et repartir vers l'extérieur. Alors ce type de dispositif de trémie, il apparaît sur les canonnières dès le début du XVIe siècle, mais il est particulièrement utilisé justement à la fin du XVIe siècle. Et de manière générale, en fait, c'est ce type de canonnière, donc d'arquebusière à évasement, c'est justement un type qui est très utilisé là aussi à la fin du XVIe. Donc vous voyez que ça confirme en fait, ce type de canonnière semble confirmer la datation qu'on supposait à partir des archives, donc vraiment du dernier quart du XVIe siècle pour la construction de cette porte. Alors ensuite, on trouve dans les archives des mentions fréquentes de travaux au cours du XVIIe siècle, notamment sur le pont-levis de cette porte, sur la herse de la porte du Carouge et également sur la galerie et sur l'un des bastions de la porte. Mais on trouve, malheureusement, ces travaux sont uniquement mentionnés de manière assez lapidaire. On n'a pas les devis, on n'a pas conservé les devis de construction liés à ces travaux. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vraiment détailler les réflexions qui avaient été faites à cette époque. Par contre, à la fin du XVIIIe siècle, on trouve des travaux très détaillés dans les archives de la ville. En fait, en 1776, la municipalité projetait déjà de démolir cette porte et pensait la reconstruire à la mode flamande, donc une porte à la flamande. Vous en avez quelques exemples à Autun, notamment dans le quartier Marchaux, la porte de Paris. C'est en fait une porte flanquée par 2 piliers décoratifs, mais qui n'a plus du tout de but défensif. En fait, on n'a plus du tout d'éléments de défense. C'est vraiment une porte ostentatoire et décorative. Alors finalement, ce projet de porte à la flamande pour la porte du Carouge est abandonné, et on décide d'abattre finalement uniquement la première arcade qui existait devant la porte, et également on décide de
rabaisser les pavillons à une hauteur de 19 pieds, ce qui correspond à peu près à une hauteur de 6 mètres, ce qui est la taille actuelle des pavillons. Et on décide également de changer la toiture du bâtiment à ce moment-là. Alors la gravure que je vous présente ici, c'est une vue de la porte au XIXe siècle qui vous montre justement cet état qui devait être celui de la porte du Carouge après ces travaux de la fin du XVIIIe siècle. Alors, donc on trouve des traces de ces travaux dans les archives, mais on peut également en voir des traces dans les maçonneries conservées. C'est justement ce que j'ai représenté en beige relevé de la porte, enfin du pavillon nord-est. En fait, quand on regarde les maçonneries des façades et les maçonneries intérieures, on voit qu'on a une césure horizontale dans la maçonnerie qui correspond sans doute en fait à ces réflexions des parties hautes de la porte au cours du XVIIIe siècle. Et puis également, le relevé central, là c'est la face latérale du pavillon, donc où devait se trouver l'arche de la porte. Et en fait, on vient également reprendre les maçonneries qui entouraient les machicoulis de la porte à ce moment-là. Alors ça, je vous le disais, ça se voit très bien. Enfin, quand on regarde attentivement les maçonneries, on voit qu'on a une rupture assez nette, mais également, ça se voit facilement dans la chaîne d'angle. Donc les pierres de taille qui sont utilisées pour l'angle du pavillon, en fait, on n'a pas les mêmes pierres employées en partie haute qu'en partie basse. Donc on voit qu'on a une réflexion des parties hautes, notamment grâce à cet élément. Et puis, donc comme je vous le disais, on a également des réparations qui sont effectuées sur le chemin de ronde qui surmontait la porte du Carouge à cette époque. Également, à la fin du XVIIIe siècle, on sait, grâce aux archives, qu'on vient qu'on vient combler les fossés qui étaient devant la porte, et donc logiquement, on vient supprimer également à cette époque le pont-levis que possédait la porte du Carouge. Alors également, en fait, ces travaux sur la porte du Carouge à la fin du XVIIIe siècle, ils s'intègrent dans une phase de réparation plus globale des portes de la ville à cette époque. En fait, on vient vraiment faire des travaux assez importants à plusieurs portes de la ville dans cette fin de XVIIIe siècle. Et du coup, pour financer ces travaux, la ville va vendre plusieurs bâtiments communaux, et notamment, elle va vendre les 2 pavillons qui flanquent la porte du Carouge à cette époque, justement pour financer ces travaux de réparation. Ensuite, au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, on va également trouver dans les archives de nouveaux travaux de réparation, donc notamment sur les toitures de ces 2 pavillons. Ah oui, j'ai oublié un élément important sur la phase précédente. Je vous ai mentionné tout à l'heure qu'on venait changer la toiture des bâtiments. Donc on vient créer ces 2 toitures à 4 pans qui surmontent chacun des pavillons. Mais en fait, ce n'était sans doute pas la toiture d'origine de la porte du Carouge au XVIe siècle. Soit on avait une toiture unique qui recouvrait les 2 pavillons et l'arche centrale, soit on n'avait pas de toiture du tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la représentation sur la vue du siège d'Autun, là on ne voit pas du tout de toiture. Après, il faut quand même prendre ce document avec des nuances, parce que le but c'était pas de représenter de manière détaillée la porte. Donc voilà, donc au XVIe siècle, on avait sans doute soit une toiture unique sur les 2 pavillons, soit pas de toiture du tout. Je reviens sur ma phase XIXe siècle. Donc on a des travaux qui sont menés dans le début du XIXe siècle, notamment sur le pavillon sud-ouest, donc c'est celui de droite, je vous rappelle, qui a été transformé en fait en bureau de l'octroi. Alors l'octroi, c'est un impôt en fait qui est prélevé par la municipalité, et donc on vient installer ces bureaux dans ce pavillon, et à l'occasion de ces travaux, on vient percer des nouvelles fenêtres dans la tour qui viennent donc, comme vous voyez, remplacer des anciennes canonnières. Le pavillon nord-est, lui, ne semble pas touché lors de ces travaux, puisqu'en fait il sert d'annexe au bureau de l'octroi et il ne semble pas subir de travaux majeurs. Alors ensuite, en 1841, les habitants d'Autun vont demander au maire la démolition de la porte du Carouge parce que, a priori, elle gêne le passage dans la rue du Carouge. Alors la municipalité va d'abord refuser de donner suite à cette pétition,
Mais finalement, en 1865, le conseil municipal va autoriser la destruction de cette porte. Et donc on va démolir l'arche centrale, que vous voyez encore sur ces photos donc, de la première moitié du 19e siècle. Donc on vient démolir cette arche centrale et également on vient rogner la façade du pavillon sud-ouest de près de 2 mètres. Et on vient construire une nouvelle façade que vous voyez ici sur la photo de droite, qui est celle qu'on voit aujourd'hui actuellement. Pour ce qui est du pavillon nord-ouest, quand on passe devant ce pavillon aujourd'hui, on voit encore très bien les traces de l'ancienne arche qui a été démolie. Vous le voyez ici sur la photo de gauche. En fait, on voit l'arrachement des maçonneries de cette arche. Vous voyez sur la partie gauche de la façade, on a une maçonnerie très régulière, toute droite, alors que sur la partie de droite, en fait, vous voyez que c'est très irrégulier, c'est pas lisse du tout. En fait, on est à l'intérieur d'un ancien mur qui a été arraché. Et donc, c'est justement si vous voulez, le négatif de l'arche de la porte qui reliait ces 2 pavillons. Et puis, dans les parties hautes de la tour, vous pouvez voir ces blocs de grand appareil qui correspondent en fait aux anciens pieds droits des machicoulis. Hein, je vous les remontre. On a sans doute un des pieds droits des machicoulis conservés ici en façade. Et puis on a également un des anciens blocs du parapet du chemin de ronde, et on a juste en dessous le négatif d'un bloc qui devait constituer également ce parapet. Ensuite, une fois que cette porte a été démolie, des maisons viennent s'implanter contre les pavillons de cette ancienne porte du Quai Rouge et viennent notamment boucher une partie des canonnières. Ici, vous avez une photo d'une des canonnières qui n'est plus visible depuis la rue aujourd'hui, puisque un bâtiment est venu s'implanter contre est venu boucher cette canonnière. Et puis, on a également des bâtiments qui viennent carrément donc s'appuyer contre la porte du Quai Rouge et installer carrément leur conduite cheminée dans les maçonneries de l'ancien pavillon. C'est ce que vous voyez en brun sur ce relevé intérieur de l'édifice. En fait, on a le conduit de cheminée de la maison voisine qui vient reprendre complètement les maçonneries du pavillon. Et puis ensuite, au XXe siècle, on a de nouveaux aménagements qui sont réalisés sur ce pavillon nord-est. On a l'ajout de cette fenêtre rectangulaire en briques qui est encore visible aujourd'hui. Juste à droite, je vous ai mis une photo du pavillon en 1947. En fait, c'est à peu près l'aspect qu'a la tour aujourd'hui. Donc l'ajout de cette fenêtre en briques. Et puis au premier étage de la tour, on vient rogner une partie des murs pour gagner de l'espace intérieur, puisque à l'origine, je ne sais pas si vous vous souvenez des plans que je vous ai montrés au départ, on avait quand même des murs très épais, hein, on est sur un bâtiment défensif. Et donc là, on vient rogner complètement au premier étage certains de ces murs. Donc vous voyez sur la photo de gauche, là on a un des murs qui a été rogné, vous voyez les traces d'une ancienne canonnière qui a été qui a été coupée en deux si vous voulez. Et puis sur la photo de droite, on a un mur qui a gardé ses maçonneries d'origine, et là vous voyez que la canonnière a gardé son bel encadrement de pierres de taille, et puis vous pouvez voir la bouche de tir de la canonnière juste ici. Alors donc pour conclure, j'ai pu vous présenter donc, les résultats de notre étude donc, sur cette porte du Quai Rouge, donc qui montrent que a priori, le pavillon nord-est a quand même conservé une bonne partie de ses maçonneries d'origine, alors que, à l'inverse, le pavillon sud-ouest, lui, a été largement remanié. Et donc, les maçonneries qu'on voit aujourd'hui, notamment cette façade, datent en fait du 19e siècle. Alors, il est possible qu'en fait, on garde des traces des maçonneries du 16e siècle, plus de l'autre côté du bâtiment, sur l'autre façade, mais malheureusement on n'a pas pu l'étudier au cours de ces travaux. Alors, ce qui est intéressant avec cet édifice, c'est que c'est quand même un des derniers vestiges d'une des portes de cette enceinte du XVIe siècle à Autun. On n'a plus les autres portes qui ont été conservées. Alors les vestiges actuels ne payent pas vraiment de mine, hein. Il faut quand même savoir que c'était une ancienne porte défensive. Mais il y a quand même encore plusieurs éléments très intéressants, notamment ce corpus
de canonnière que j'ai essayé de vous présenter, qui est un témoin assez rare à Autun de cette architecture défensive de la fin du XVIe siècle. Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'attends vos questions. Merci Antoine pour... oui, je te rassure, ça a été parfaitement clair. Juste quelques mots, en fait, justement, tu disais que c'est des vestiges, effectivement, qui ne payent pas de mine, mais qui sont importants, en fait, pour la connaissance des fortifications de la fin du Moyen-Âge, du début de la période moderne, plus exactement. Et juste pour préciser que c'est un projet d'aménagement qui est suivi par une architecte, Marie Marin, qui est sensibilisée, en fait, au patrimoine, et qu'il y a, on est en réflexion à l'issue de ton étude, il y a une réflexion qui a été engagée, en fait, justement, de mise en valeur de ces vestiges-là, pour les mettre en valeur dans l'espace urbain, et puis les expliquer un petit peu aux touristes et aux Authunois. Donc réfléchir à des dispositifs et des aménagements spécifiques qui permettraient de mettre un petit peu en valeur ces témoins. Voilà, donc c'est en cours. Est-ce que vous avez des questions? Alors, attends, j'ai une main levée ici. Oui, est-ce qu'on a des traces du siège qui est représenté sur le tableau et la gravure, des impacts de balles, canon ou autre? Alors, j'ai pas pu, c'est une bonne question, mais j'ai pas pu en observer sur la façade. Alors, je suis pas rentré dans les détails, mais le problème de cette façade, c'est que il reste encore une bonne partie d'un enduit au mortier, en fait, qui vient encore recouvrir, si vous voulez, une partie de la maçonnerie. Donc, il y a certains endroits où on peut bien observer le parement et d'autres endroits où il va être masqué. Donc voilà, notre vision de cette façade est parfois un peu inégale, donc si ça se trouve, des possibles impacts pourraient être masqués par ces enduits plus récents. Mais j'ai pas pu en observer. Rob, tu avais une question? Alors, quand on est à l'extérieur des fortifications côté fossé et qu'on regarde la porte, c'est bien le pavillon nord-est qui est le mieux conservé avec les canonnières, oui? Oui, c'est ça. Je me suis peut-être trompé dans ma... Oui, il y avait confusion entre nord-est et nord-ouest. D'accord, pardon. Alors, du coup, je me corrige. Donc, c'est bien le pavillon nord-est, donc on voit ici à gauche sur les photos, qui est le mieux conservé, et le pavillon sud-ouest, qui a été donc largement repris au XIXe siècle. Désolé si ma langue a fourché. En fait, les deux pavillons regardent vers l'extérieur, plutôt vers le nord, pour simplifier, et on pourrait dire qu'on a un pavillon est et un pavillon ouest. Oui, c'est vrai. Alors, petite précision, cette histoire d'orientation me perturbe, j'ai oublié de vous dire, simplement que la démolition de cette porte a fait l'objet d'une polémique assez violente entre la société éduenne et la ville d'Autun, et que malgré tous ces efforts, la société éduenne n'a pas eu gain de cause pour la conservation de la porte. Comme quoi, quelques siècles plus tard, on peut regretter de ne pas avoir suivi les avis de la société éduenne. Ceci vaut pour notre période. Par ailleurs, à propos du siège de 1591, il en existe une relation par un des acteurs du siège qui a été publié très tôt, et on se rend compte à la lecture de cette relation que le secteur du Carouge n'est pas un des secteurs où, entre guillemets, pour être trivial, ça a chauffé. Et donc, c'est peu probable qu'on ait de gros impacts dans ce secteur-là. Ils ont plutôt lieu du côté de la Porte des Marbres, et donc à l'est de la ville. Et malheureusement, là, le bastion des Marbres, lui, a été totalement rasé en 1832, et on ne peut pas tellement voir ce qui s'y est passé. Puis on a même du mal, en fait, avec les marbres, en fait, à savoir à quoi ça ressemble, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? La destruction étant récente, est-ce qu'on sait ce que sont devenues les pierres de cette porte? Non, honnêtement, j'ai pas trouvé d'éléments sur... Il y a
André a une réponse. Ah oui, si, je sais. La réponse suivante est en Il y a une plaque gravée qui porte les armes d'un Vière, c'est-à-dire c'est l'ancien nom du maire de la ville, qui est conservée dans la collection du musée Rollin, mais on n'est absolument pas certain qu'elle soit parfaite. Enfin, on sait qu'elle vient de là, mais c'est pas un élément constitutif, ça paraît être un élément rapporté sur la porte, mais sans plus, donc plus d'éléments. Non. Ça va servir comme pierre à bâtir. On a dû pratiquer ce qu'on a pratiqué de manière constante depuis au moins le XVIIIe siècle, c'est-à-dire que les matériaux de démolition ont été abandonnés à l'entrepreneur chargé de l'opération en paiement partiel de ses ouvrages. Donc l'entrepreneur a pu les réutiliser à droite ou à gauche. C'est pour ça qu'on a retrouvé l'œuvre d'Autun dans une maison du XVIIIe.